Chapitre 15. Geoffroy Raymond. Je devais avoir, ce jour-là, une nouvelle preuve du succès de la tactique de M. Poirot. Le défi qu'il nous avait, en quelque sorte, porté, montrait quelle connaissance il avait du cœur humain. La crainte ou le sentiment de la culpabilité avait arraché à Mme Ackroyd la vérité, et elle avait été la première à réagir. Lorsque je revins, dans l'après-midi, de ma tournée de visite médicale, Caroline m'apprit que Geoffroy Raymond venait de partir. « Désirait-il me parler ?» demandai-je en suspendant mon pardessus dans le vestibule. « Il voulait voir M. Poirot, » répondit Caroline, « et il est allé au Mélèze. Mais Poirot était sorti, et M. Raymond a pensé qu'il était ici, ou que tu savais où il se trouvait. » Je n'en ai pas la moindre idée. Je voulus le faire attendre, mais il m'a dit qu'il retournerait au Mélèze dans une demi-heure, et il est parti pour le village. C'est grand dommage, car M. Poirot est rentré 5 minutes après son départ. Il est venu ici ? Non, il est rentré chez lui. Comment le sais-tu ? Je l'ai vu par la petite fenêtre de derrière, répondit brièvement Caroline. Je croyais que nous avions épuisé le sujet, mais tel n'était pas l'avis de ma sœur. Est-ce que tu n'y vas pas ? Où ça ? Mais au Mélèze. Pourquoi faire, ma chère amie ? Monsieur Raymond désirait vivement voir Monsieur Poirot. Tu pourrais apprendre pourquoi. Je levai les sourcils et répondis froidement. La curiosité n'est pas mon défaut dominant. Je puis vivre sans savoir exactement ce que mes voisins font et pensent. « Allons donc, James, déclara ma sœur. Tu désires le savoir autant que moi, mais tu n'es pas aussi franc. Voilà tout. Et tu prends toujours une attitude. » Voyons, Caroline. Et je rentrai dans mon cabinet. 10 minutes plus tard, ma sœur frappa à ma porte et entra, tenant à la main un objet qui ressemblait à un pot de confiture. « James, dit-elle, cela t'ennuierait-il de porter ce pot de gelée de nèfles à M. Poirot ? Je lui ai promis, il n'en a jamais mangé. »« Annie ne peut-elle pas y aller ? » demandai-je froidement. « Elle raccommode et je ne veux pas la déranger. » Caroline et moi nous regardâmes. « Très bien, dis-je en me levant. Mais si je m'en charge, je le déposerai à la porte. Tu comprends ? » Ma sœur fit une grimace. « Naturellement, reprit-elle. Qui t'a proposé de faire une autre chose ? » Caroline restait avec les honneurs de la guerre. « Si par hasard tu vois M. Poirot, ajouta-t-elle cependant, comme j'ouvrais la porte d'entrée, tu pourrais lui parler des bottines. » Ce trait final était fort adroit, car je désirais vivement comprendre l'énigme qui était pour moi cette question de bottines. Aussi, quand la vieille femme au bonnet breton m'ouvrit la porte, je me surpris à demander machinalement si M. Poirot était chez lui. Celui-ci se leva pour venir à ma rencontre avec toutes les apparences de la cordialité. « Asseyez-vous, mon bon ami, dit-il. Voulez-vous ce fauteuil ou bien cette chaise ? La pièce n'est-elle pas trop chaude ? » Je trouvais que la température y était étouffante, mais je me gardais de le dire. Les fenêtres étaient fermées et un grand feu flambait dans la cheminée. « Les Anglais ont la manie de l'air frais, » déclara Poirot. « L'air est à l'extérieur de la maison, pourquoi l'y faire entrer ? Mais laissons là ces banalités. Vous avez quelque chose pour moi ? » « 2 choses, dis-je. D'abord, ceci que ma sœur vous envoie. » Je lui tendis le pot de gelée de nèfles. Comme c'est aimable de sa part. Elle s'est rappelé sa promesse. Et ensuite, un renseignement. Je lui racontai mon entrevue avec Mme Ackroyd. Il écouta d'un air intéressé, mais sans paraître attacher une grande importance à mon récit. « Cela déblaye le terrain, fit-il pensivement, et ces révélations ont une certaine valeur, car elles confirment les déclarations de la gouvernante. Vous vous souvenez de ce qu'elle nous a dit ?
Elle a trouvé le couvercle de la vitrine ouverte, et elle l'a fermé en passant. Mais elle a affirmé aussi qu'elle ne s'était rendue dans le salon que pour voir si les fleurs étaient encore fraîches. Oh, nous n'avons jamais pris cela au sérieux, n'est-ce pas, mon ami ? C'est manifestement une excuse inventée en hâte par une femme qui a jugé urgent d'expliquer sa présence, bien que celle-ci ne vous eût sans doute pas semblé anormale. J'avais cru que son agitation venait de ce qu'elle avait touché à la vitrine, mais je pense maintenant qu'il y avait une autre cause. Oui, dis-je. À la rencontre de qui est-elle allée et pourquoi ? Vous croyez qu'elle est allée à la rencontre de quelqu'un ? Je le crois. Poirot fit un signe affirmatif. Moi aussi, dit-il gravement. À propos, ma sœur m'a chargé d'une communication pour vous. Les bottines de Ralph Patton étaient noires et non jaunes. Je l'examinai attentivement pendant que je parlais, et il me sembla voir une expression fugitive de désappointement traverser son visage, mais elle ne dura que le temps d'un éclair. Elle est absolument sûre qu'elles ne sont pas jaunes ? Absolument. Ah, dit Poirot comme à regret. C'est dommage. Et il sembla tout à fait désolé. Il ne me fournit d'ailleurs aucune explication et entama tout de suite un nouveau sujet de conversation. Est-il indiscret de vous demander ce qui s'est passé entre vous et Miss Russell lorsqu'elle est allée vous voir vendredi matin ? Les questions médicales mises à part, bien entendu. Pas du tout. Lorsque je lui donnai ma consultation, nous parlâmes de poisons pendant quelques minutes, notamment de la manière de les reconnaître, puis des stupéfiants et de ceux qui s'y adonnent. En particulier de la cocaïne, n'est-ce pas ? Demanda Poirot. Comment le savez-vous ? Répliquai-je un peu surpris. Pour toute réponse, le petit homme traversa la pièce jusqu'à une table où s'empilaient des journaux. Il m'apporta un numéro du Daily Budget daté du vendredi 16 septembre et me montra un article sur les receleurs de cocaïne. C'était un article à sensation, écrit dans un style imagé. Voilà ce qui a éveillé l'idée de la cocaïne dans l'esprit de Miss Russell, mon ami, dit Poirot. Je l'aurais interrogé davantage, car je ne comprenais pas bien à quoi il pensait. Mais, à ce moment, la porte s'ouvrit et Raymond fut annoncé. Il entra, alerte et cordial, comme d'habitude, et nous salua tous les deux. « Comment allez-vous, docteur ? Monsieur Poirot, c'est la seconde fois que je viens ici ce matin. J'avais hâte de vous voir. Je ferais bien sans doute de me retirer, suggérai-je assez maladroitement. Pas à cause de moi, docteur. Voici de quoi il s'agit, reprit-il en s'asseyant sur un geste d'invitation de Poirot. J'ai une confession à faire. En vérité, dit Poirot d'un air d'intérêt poli. Oh, c'est sans grande importance, vraiment, mais ma conscience me tourmente depuis hier après-midi. Vous nous avez tous accusés de vous cacher quelque chose. Or, je me déclare coupable. J'ai dissimulé un détail. Quel est-il, monsieur Raymond ? Comme je vous l'ai dit, il n'a pas grande portée. J'étais fort endetté, et ce legs me tire d'embarras. Ces 500 livres me libèrent et me laissent même un excédent. Il nous sourit à tous les deux de cette manière franche qui le rendait si sympathique. Vous me comprenez, ce policier soupçonneux m'ôtait l'envie d'avouer que j'étais à court d'argent. Je craignais d'éveiller sa méfiance. Mais c'était insensé, car Blunt et moi nous étions dans la même salle de billard, à partir de 10h moins le quart, ce qui me donne le plus probant des alibis. Toutefois, lorsque vous vous êtes écrié que nous cachions tous quelque chose, j'eus un scrupule et j'ai voulu décharger ma conscience. Il se leva et nous sourit de nouveau. « Vous êtes un garçon très raisonnable, » déclara Poirot, en lui jetant un regard approbateur. « Voyez-vous, lorsque je sais qu'une personne ne dit pas toute la vérité, j'imagine toujours qu'elle dissimule un fait grave. Vous avez bien fait d'agir ainsi. »« Je suis heureux d'être disculpé, » dit Raymond en riant. « Je me sauve. »« Voilà, dis-je, tandis que la porte se fermait derrière le jeune secrétaire.
Oui, acquisa Poirot. Une bagatelle. Mais s'il n'avait pas été dans la salle de billard, qui sait? Après tout, que de crimes ont été commis pour moins de 500 livres? Tout dépend de la somme nécessaire pour tenter un homme. C'est une question de relativité. Avez-vous réfléchi, mon ami, que bien des personnes dans cette maison devaient profiter de la mort de M. Ackroyd? Madame Ackroyd, Miss Flora, le jeune Raymond, la gouvernante, Miss Russell. Il n'y a que le major Blunt qui n'en tire aucun bénéfice. Son ton, en prononçant ce dernier nom, était si étrange que je le regardais, intrigué. Je ne vous comprends pas tout à fait. 2 de ceux que j'ai accusés de n'être pas entièrement sincères m'ont dit la vérité. Vous croyez que le major Blunt a aussi quelque chose à cacher? Quant à cela, répondit nonchalamment Poirot, ne dit-on pas que les Anglais ne cachent qu'une chose, leur amour? Je dois reconnaître d'ailleurs que le major Blunt dissimule bien mal. Je me demande parfois si nous n'avons pas, sur un point, conclu d'une manière trop hâtive. Lequel? Nous avons toujours pensé que la personne qui faisait chanter Madame Ferrare était nécessairement la même que celle qui a assassiné M. Ackroyd. Ne pourrions-nous pas nous tromper? Poirot fit un signe de tête énergique. Très bien, en vérité. Je m'étais demandé si cette idée ne vous viendrait pas. C'est possible, évidemment. Mais il y a un fait que nous devons nous rappeler. La lettre a disparu. Cependant, comme vous le dites, cela ne signifie pas nécessairement que le meurtrier l'ait prise. Lorsque vous avez découvert le corps, Parker peut avoir soustrait la lettre sans que vous le remarquiez. Parker? Oui, Parker. J'en reviens toujours à lui. Non pas que je le considère comme l'assassin, car il n'a pas commis de crime, mais qui mieux que lui paraît pouvoir incarner le mystérieux gredin qui terrorisait Madame Ferrare. Il peut avoir appris les détails de la mort de M. Ferrare par un des domestiques de King Paddock. En tout cas, il a pu les connaître plus facilement qu'un hôte de passage, tel que Blunt par exemple. Parker peut avoir pris la lettre en effet, car je n'ai remarqué sa disparition que plus tard. Quand? Lorsque Blunt et Raymond furent entrés dans la pièce ou avant? Je ne me rappelle pas, dis-je lentement. Je crois que c'était avant. Non, après, je suis presque sûr que c'était après. Donc 3 personnes peuvent être mises en cause, dit Poirot pensivement. Mais il est vraisemblable que c'est Parker qui a dérobé la lettre. J'ai envie de faire une expérience en ce qui le concerne. Voulez-vous m'accompagner jusqu'à Fernley, mon ami? J'acceptai et nous partîmes. Poirot demanda à voir Miss Ackroyd, et celle-ci vint nous rejoindre. Mademoiselle Flora, dit le détective, je veux vous confier un secret. Je ne suis pas très sûr de l'innocence de Parker, et je me propose de tenter une petite épreuve avec votre aide. Je voudrais connaître quelques-uns de ses gestes, le soir du crime, mais il faut penser à la manière de lui expliquer. Ah, j'ai trouvé. Je désire savoir si l'on peut entendre, de la terrasse, des voix qui s'élèveraient dans la petite entrée. Maintenant, veuillez sonner Parker, s'il vous plaît. Je sonnai, et le maître d'hôtel apparut, obséquieux comme à son ordinaire. Monsieur a sonné? Oui, mon brave Parker. Je voudrais faire une expérience. J'ai demandé au major Blunt de rester sur la terrasse près de la fenêtre du cabinet de travail pour me rendre compte si une personne placée à cet endroit pouvait entendre votre conversation avec Miss Ackroyd dans le vestibule le soir du crime. Je désire voir comment les choses se sont passées. Voudriez-vous donc aller chercher le plateau que vous portiez? Parker disparut, et nous nous rendîmes dans l'entrée qui précède le cabinet de travail. Au bout d'un instant, nous entendîmes un bruit cristallin dans le hall, et Parker se montra sur le seuil porteur d'un plateau contenant un siphon, une carafe de whisky et 2 verres. « Un instant !» cria Poirot, levant la main et paraissant très agité. « Il faut procéder avec méthode, exactement dans l'ordre où les actes sont succédés. C'est une de mes petites manies. »« C'est une habitude étrangère, n'est-ce pas, monsieur ?» dit Parker. « Je crois qu'on appelle ça la reconstitution d'un crime. »
Il demeurait imperturbable, attendant poliment les ordres de Poirot. Celui-ci s'écria. « Ah, ce brave Parker est au courant. Il a lu les récits de ce genre. Maintenant, je vous prie, soyons aussi précis que possible. Vous veniez du vestibule extérieur. Et où se trouvait mademoiselle ?»« Ici, dit Flora, en se postant contre la porte du cabinet de travail. »« C'est bien cela, monsieur. »« Je venais de refermer la porte, dit Flora. »« Oui, mademoiselle, continua le maître d'hôtel. Votre main était encore sur la poignée, comme maintenant. »« Allez, dit Poirot, continuez. » Flora resta debout, la main posée sur le bouton de la porte, et Parker, après s'être éloigné une seconde, reparut sur le seuil du hall, portant le plateau. Puis il s'arrêta. Flora parla. « Oh, Parker, monsieur Ackroyd désire ne plus être dérangé ce soir. »« Est-ce exact ?» ajouta-t-elle tout bas. « Oui, autant que je puis m'en souvenir, Miss Flora, » répliqua Parker. « Mais je crois que vous avez dit « maintenant » au lieu de « ce soir ». Puis, élevant la voix d'une manière quelque peu théâtrale, il reprit. « Très bien, mademoiselle. Dois-je fermer les portes comme d'habitude ? » ?»« Oui, s'il vous plaît. » Parker se retira. Flora le suivit et commença à gravir l'escalier principal. « Est-ce suffisant ?» demanda-t-elle en se retournant. « Parfait, » déclara le petit homme en se frottant les mains. « À propos, Parker, êtes-vous sûr qu'il y avait 2 verres sur le plateau ce soir-là ? Pour qui était le second ? » « J'apportais toujours 2 verres, monsieur, » dit Parker. « Monsieur désire-t-il autre chose ? » ?»« Non, rien, je vous remercie. » Parker s'en alla, toujours digne, et Poirot demeura au milieu du hall, les sourcils froncés. Flora descendit l'escalier et vint nous rejoindre. « Votre expérience a-t-elle été concluante ? » demanda-t-elle. « Je ne comprends pas tout à fait. » Poirot lui sourit. « Il n'est pas nécessaire que vous compreniez, répondit-il. Mais dites-moi, il y avait vraiment 2 verres sur le plateau ce soir-là ? » Flora réfléchit un instant. « Je ne me rappelle pas. Je crois oui. Et est-ce que vous vouliez réellement savoir ? » Poirot lui prit la main et la tapota. « Acceptez cette explication, dit-il. Je cherche toujours si l'on dit la vérité. » « Parker a-t-il dit la vérité ? » ?»« Je crois vraiment que oui, » répondit Poirot gravement. Quelques minutes plus tard, nous retournions vers le village. « Pourquoi avez-vous posé cette question au sujet des verres ? » demandai-je curieusement. Poirot haussa les épaules. « Il faut bien dire quelque chose, déclara-t-il, et cette question en valait une autre. » Je le regardai fixement. « En tout cas, mon ami, dit-il plus sérieusement, j'ai élucidé un point que je voulais éclaircir. Restons-en là. »